Merci à Cherif Diop, Cheikh Ahmed Tidiane Cherif Diop pour toutes ces informations. Nous avons le plaisir de recevoir Mamadou Ibra Kane. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de la coordination des associations de presse du Sénégal. Le prétexte de l'entretien, c'est la journée mondiale de la liberté de la presse et le rapport de Reporters sans frontières avec ce recul de 31 places du Sénégal. Tout d'abord, votre appréciation de ce rapport, de ce classement qui consacre ce recul du Sénégal. Oui, je voudrais tout d'abord préciser que je ne parle pas ici au nom de la CAP, la coordination des associations de presse. La coordination des associations de presse n'a pas de coordinateur, parce que c'est une unité d'action de toutes les associations de presse qui sont réunies au sein donc de la CAP. Mais en tant que patronat, je suis le représentant du patronat de la presse sénégalaise et nous sommes membres également de la CAP. Aujourd'hui, je viens d'ailleurs d'une manifestation de la CAP pour célébrer la journée mondiale de la liberté de la presse. Il faut dire que, qu'on le veuille ou pas, cela s'impose à tout le monde parce que ce sont des faits. Le Sénégal a reculé depuis 2 ans, 2 années consécutives. Dans le dernier classement, nous sommes 104e. 104e en ayant perdu 31 places. Nous sommes derrière, imaginez-vous, des pays comme le Mali, un pays qui est en guerre en réalité. Nous sommes derrière des pays comme la Gambie. Nous sommes derrière des pays comme la Côte d'Ivoire qui sort d'une guerre civile. Ce recul-là... Exactement. Et qu'est-ce qui explique ce recul? Est-ce que le classement est objectif? On pose toutes ces questions. Vous savez, on peut mettre en cause le classement de RSF. Mais nous, en tant que journalistes et acteurs des médias, nous-mêmes, nous savons quelle est notre situation. Actuellement, il y a 4 ou 5 journalistes qui sont en prison pour des délits de presse. Nous estimons que cela est inacceptable dans une démocratie. On ne peut pas emprisonner quelqu'un en violant la liberté de presse. Même si, peut-être qu'on va y revenir, nous ne sommes pas exempts de tout reproche. Mais quand même, dans notre profession, pour que l'on puisse avoir une stabilité politique et sociale, il est important de laisser la presse jouer son rôle, parce que la presse, c'est elle qui permet la stabilité politique et sociale. C'est cette presse-là qui a permis les 2 alternances politiques en 2000 et en 2012. Comme je le répète tout le temps, je rabâche ça tout le temps, sans une presse libre et indépendante, jamais le président Abdoulaye Wade ne serait arrivé au pouvoir. La même chose pour le président Macky Sall. Sans une presse libre et indépendante, avec la répression de l'appareil d'État, jamais il n'aurait pu se présenter aux Sénégalais. Nous n'aurions pas véhiculé, si nous n'avions pas véhiculé ces propositions politiques, il ne serait jamais donc président de la République. Et c'est ce que nous souhaitons pour le Sénégal, pour que nous ayons une presse libre et indépendante, une presse républicaine qui puisse donner la bonne information aux Sénégalais, aux citoyens sénégalais. Donc c'est tout ce que nous demandons et nous ne comprenons pas que non seulement qu'il y ait des journalistes et des techniciens des médias qui sont arrêtés lors de manifestations publiques, que ces journalistes et techniciens des médias soient violentés, qu'on bafoue les règles de droit pour emprisonner, qu'on ne respecte pas les procédures, disons, légales. Ça, dans un état de droit, vraiment, c'est inacceptable. On va faire un peu le diagnostic des rapports heurtés, mais ce qu'on nous rétorque en général, nous journalistes, c'est qu'on n'est pas des Sénégalais à part entière. Et est-ce que tous vos collègues qui sont en prison le sont dans le cadre de leur travail? Là n'est pas le débat. Et on parle même du fameux débat sur la dépénalisation également des délits de presse. Est-ce qu'il serait possible de le faire pour nous et puis de ne pas le faire pour le médecin, de ne pas le faire pour d'autres corps de métier? Oui, c'est-à-dire que il faut interroger l'histoire. Le président Abdoulaye Wade, en septembre 2009, avait initié une conférence nationale avec tous les segments de la société, les ministères, la présidence de la République, les universités, les syndicats, les organisations religieuses, qu'elles soient musulmanes ou du clergé, etc. Et nous, en tant qu'acteurs. Donc cette conférence nationale a produit un projet de code de la presse qu'il a déposé en octobre
2010, un code consensuel où il y avait ce qu'on appelle de manière barbare la déprisonnalisation des lieux de presse. Ce n'est plus oui, ce projet de code de la presse... On ne parle plus de dépénalisation, donc, mais de déprisonnalisation. Oui, c'est-à-dire que dans tous les cas, votre question que vous avez posée tout à l'heure, si nous sommes des citoyens à part, absolument pas. Nous ne sommes pas des citoyens à part. Si nous violons la loi... C'est le commentaire que ça a suscité à l'époque, quand on a parlé de cette dépénalisation, déprisonnalisation. Oui. C'est-à-dire que nous estimons que nous faisons des erreurs, comme n'importe quel mortel, dans le cadre de notre activité professionnelle. Mais cela ne doit pas nous valoir la prison. Cela ne doit pas nous valoir, disons, des violences. Nous estimons qu'avec la déprisonnalisation, cela aurait été une avancée. D'ailleurs, peut-être qu'on va y revenir. Nous avons accepté le vote du projet de code de la presse qui a été réécrit par le président Macky Sall. Ce code de la presse qui a été réécrit par le président Macky Sall a introduit de nouvelles sanctions pénales et de nouvelles sanctions financières qui ont été accrues par rapport à l'ancienne loi de 1996. Il a donc effacé toutes les avancées démocratiques dans le cadre de la loi qui a été votée. Et si nous avons accepté cette loi-là, c'est que dans le même temps, d'un point de vue économique, du point de vue de l'organisation de la profession, il y avait des avancées, mais il se trouve que ces avancées-là n'ont pas été matérialisées. Et justement, c'est là où je voulais en venir, c'est l'autre aspect de la liberté également. Est-ce qu'on peut avoir une liberté de presse sans une indépendance économique de ces entreprises de presse ? Non, absolument pas. D'ailleurs, aujourd'hui, la situation qui se passe, c'est que la quasi-totalité des entreprises de presse est en faillite. C'est l'asphyxie. Oui, c'est l'asphyxie économique. Et cette crise structurelle-là, ça dure maintenant depuis plus de 10 ans. Avec la Covid, cela s'est accru. Avec la guerre en Ukraine, cela s'est accru. Et dans le même temps, le cadre économique que l'État aurait dû créer, le cadre juridique, le cadre fiscal que l'État aurait dû créer, cela n'a pas été créé. Je donne pour exemple la loi sur la publicité qui date de 1983, une loi qui n'a même pas connu un décret d'application, c'est-à-dire une loi qui consacre en réalité un vide juridique en matière de publicité au Sénégal. Et sans publicité, nous médias, nous ne pouvons pas vivre. Aujourd'hui, la publicité est dans le désordre le plus total, et c'est pourquoi d'ailleurs certaines institutions de l'État profitent de la publicité de l'État des agences nationales, des sociétés nationales, pour leur donner, donner cette publicité-là sur des critères non économiques ou bien sur des critères donc objectifs comme l'audience et autres. Donc ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème, c'est le Fonds d'appui et de développement de la presse, qui était qui devrait être une sorte de banque pour les entreprises de presse. Là vous parlez de l'aide à la presse, ce qu'on appelle... Non. D'abord, le terme d'aide à la presse, il faut récuser. Exactement, c'est là où je voulais en venir. Est-ce qu'on n'a pas basculé vers ce fonds dont vous parlez et l'utilisation également qui souvent a posé beaucoup de problèmes ou de polémiques dans les maisons de presse? C'est-à-dire que pour bannir tous les scandales qu'il y a eu autour de la subvention aux entreprises de presse, qu'on appelle communément aide à la presse, nous avons tout le temps dénoncé les critères de répartition de cette subvention. En réalité, il ne faut pas croire que c'est une subvention pour une subvention. C'est une subvention pour la rémunération de la mission de service public. Qu'on soit ici dans une télévision privée ou bien qu'on soit sur la RTS, l'information remplit une fonction, une mission de service public. Donc c'est ça qu'on rémunère, parce que nous sommes des entreprises commerciales, mais nous ne sommes pas une marchandise comme les autres. L'information n'est pas une marchandise comme les autres. J'ai vu tout à l'heure dans le journal de TFM en Wolof et en français 2 éléments sur
la dalle qui s'est effondrée aux parcelles, et où il y a eu 2 morts malheureusement, c'est une information d'utilité publique, pour que les constructions se fassent. Tongor également, où voilà. Il y a des habitations. Exactement, ou bien à Kaolack, où on est en train de récurer les canaux pour préparer l'hivernage, pour qu'il n'y ait pas d'inondation, etc. Donc ces informations sont d'utilité publique. Donc pour que TFM, pour que les autres télévisions, les autres radios, les autres journaux, les sites internet puissent faire leur travail d'information des citoyens, il faut qu'on donne un coup de pouce à la presse, comme on donne un coup de pouce à l'habitat social, à l'agriculture, à la pêche, etc. Donc le fonds d'appui de développement de la presse aurait dû servir de banque aux entreprises de presse, avec un crédit qui ne serait pas à 2 chiffres comme c'est le cas actuellement, pour qu'on puisse faire des investissements, notamment l'investissement pour la transition vers le numérique. Même si vous êtes une télévision aujourd'hui, vous avez besoin des investissements pour numériser davantage votre télévision. Je ne parle même pas de la presse écrite, je ne parle même pas des radios, etc. Donc tout cela, et vous avez donc montré également dans votre journal les difficultés des correspondants régionaux. Tout ça parce que ce sont des entreprises de presse qui ne sont pas viables, mais qui ont besoin de vivre et qui prennent des enseignants, qui prennent, je ne sais pas, de simples bacheliers, etc. Donc tout ça, nous avons besoin d'un fonds d'appui de développement de la presse qui serait un levier de développement pour la presse, pour nous permettre d'avoir des entreprises qui soient viables économiquement. Sans entreprise viable économiquement, il n'y a pas de journalistes, il n'y a pas de techniciens des médias, parce qu'ils sont dans la précarité, et nous perdons aujourd'hui beaucoup de journalistes et de techniciens des médias qui vont travailler ailleurs, parce que la presse ne nourrit pas son homme, alors que la presse est un secteur économique névralgique qui peut nourrir son homme, mais à condition que les entreprises de presse soient viables d'un point de vue économique. On va continuer à lister les difficultés. On a parlé des rapports conflictuels avec le politique. C'est une menace. C'est également, il y a la menace économique. Mais est-ce qu'il y a d'autres menaces qui pèsent sur... Actuellement, actuellement. La presse sénégalaise est très vulnérable. Ce sont des entreprises, pour la plupart, qui ne sont pas viables économiquement. Et donc, par conséquent... Exposées au lobby, par exemple. Exposées, par exemple, c'est ça que j'allais dire, exactement. Aujourd'hui, si vous regardez le paysage de la presse sénégalaise, il y a beaucoup plus d'entreprises de presse qui sont créées par des lobbies que des entreprises de presse qui sont créées, par exemple, par des professionnels qui sont indépendants de lobby, qui sont indépendants et de l'État, et du lobby économique, du lobby politique et du lobby religieux. Mais aujourd'hui, ce qui domine, et ça aussi c'est une menace, autant nous fustigeons la répression dont la presse fait l'objet de la part de l'État, autant nous fustigeons également le contrôle de la presse par les lobbies. Et ça, c'est aussi une autre menace pour la liberté de presse. Et il faut le dire, nous avions une presse qui avait vraiment permis d'avoir une certaine stabilité politique et sociale. Et comme je l'ai dit tantôt, en 2000 et en 2012, nous avons permis 2 alternances politiques, et nous prions pour que la presse puisse continuer d'être viable, d'être républicaine et d'être libre et indépendante. Et peut-être pour faire face à ces lobbies, comme vous dites, est-ce qu'il n'y a pas l'éthique de responsabilité dans le journalisme? L'éthique de responsabilité à mettre en avant. Je donne un exemple, même si ça, dans le cadre de la diffusion de nouvelles qui mettraient en danger des entreprises, comme vous dites, ou tout simplement des citoyens. Oui, mais je voudrais, dans votre question, il y a un aspect qui est très important. Nous sommes dans une république où il y a un embryon d'état de droit. Nous ne sommes indépendants que depuis 1960. Nous sommes en train de construire un état de droit et donner l'égalité de chance à tous les citoyens, quel que soit leur domaine d'activité. De la même manière qu'on peut créer son entreprise
de commerce, sa petite unité industrielle, sa petite unité artisanale. De la même manière, on doit garantir l'épanouissement économique dans le secteur de la presse. Et si on garantit l'indépendance économique de ces entreprises-là par le financement, par la loi, comme je l'ai dit, sur la publicité, par le renforcement, enfin même pas le renforcement, mais la véritable émergence du fonds d'appui et de développement de la presse, et il y aura des entreprises de presse qui n'auront pas besoin d'être financées par des lobbies, et qui seront financées par leur propre activité. Parce que malheureusement aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises de presse qui ne vivent pas de leur activité économique, qui ne vivent pas de leur activité de la presse parce qu'ils sont financés de manière occulte par des lobbies. Maintenant, la situation qui prévaut au Sénégal, c'est que nous avons des journalistes d'opinion. Ces journalistes d'opinion-là ne représentent pas la majorité des journalistes et techniciens sénégalais. Mais la frontière est tenue justement entre journalisme d'opinion finalement et militantisme. C'est là, c'est là le danger. C'est-à-dire que le militantisme, on expose le militantisme, disons politique, est incompatible. Ça, je le répète et je le martèle, est incompatible avec la profession de journaliste ou de technicien des médias. Ou bien on fait la politique, ou bien on fait la presse. La presse, nous sommes au service des citoyens. Mais pour autant, n'importe qui, parce que nous avons une constitution qui est très démocratique, qui a consacré dans les libertés fondamentales la liberté de presse et la liberté d'expression. Rien n'empêche à une personne, s'il respecte la loi, de créer sa chapelle avec une ligne éditoriale, et nous en avons actuellement dans la presse, des télévisions, des radios, qui sont des télévisions et des radios d'opinion, des médias d'opinion, libres à eux. La Constitution le leur permet, ce n'est pas un problème, mais que tout cela se fasse dans le cadre de la loi. Exactement. Et c'est ce que nous demandons. Et que tout le monde sache qu'il en est ainsi. Alors, oui, c'est que malheureusement, le journaliste, il ne dit pas que moi je suis un journaliste d'opinion. C'est aux citoyens de faire la part des choses. La frontière est tenue entre militantisme. Oui, la frontière est tenue. Non, si vous avez un pays où plus de la moitié de la population est analphabète, nous avons encore beaucoup de choses à faire. Et d'ailleurs, c'est accepté aux États-Unis, le Washington Post est estampillé. Oui. On va en France, c'est pareil. Oui, mais là-bas, c'est déclaré de manière ouverte. Exactement, c'est ce que je dis. C'est clair. Ici, ce n'est pas déclaré, c'est de manière insidieuse. Pour autant, même dans un journalisme de données, on peut faire des commentaires, on peut faire des éditos, mais en assumant sa position. Alors, dites-moi, comment faire pour que le CORED puisse pallier aux tribunaux civils? Comme vous dites, c'est peut-être une recherche de solution par rapport à ce qu'on a évoqué. Vous savez, au Sénégal, nous avons des lois dans tous les domaines. La loi a réglé vraiment tous les problèmes, ou en tout cas donne des solutions pour régler les problèmes. Le problème, c'est que la loi n'est pas respectée, y compris par l'État. C'est ça le grand problème. Les procédures ne sont pas respectées. Je cite souvent le cas du CNRA, qui est l'organe de régulation de l'audiovisuel, qui coupe par exemple le signal des télévisions sans suivre une procédure administrative. Ça, c'est un problème dans un État qui se veut un État de droit. On ne peut pas emprisonner avec des retours de parquet à ne plus en finir de journalistes qu'on maintient dans les liens de la détention. Donc il faut que l'état de droit soit respecté. Et pour cela, il faut que nos tribunaux aussi jouent leur rôle en toute indépendance. On parle de l'indépendance de la presse, mais il faut aussi que les autres organes de l'État jouent leur rôle. Il faut que les forces de sécurité et de défense comprennent que les journalistes ne sont pas des opposants politiques. Les journalistes ne sont pas des acteurs politiques. Nous ne faisons que relater. Ça, c'est un aspect. L'autre aspect, c'est qu'il faut que de plus en plus, nous, citoyens sénégalais, nous utilisons les mécanismes qui nous sont offerts par l'État de droit. Pourquoi pas intenter une action contre le CNRA, qui, avec ses coupures abusives de signal. Pourquoi pas une action contre le ministère de l'Intérieur,
contre toute autorité qui prendrait une décision donc arbitraire. Et dans le même temps, nous avons notre organe d'autorégulation qui s'appelle le CORED, avec, comme vous l'avez dit, le tribunal des pairs, le tribunal des pairs, où d'ailleurs notre regretté doyen, donc Mamles Camara, a joué un rôle très important. Paix à son âme. Juste pour terminer, 45 quotidiens, livraison, 27 télévisions sur la TNT, et je ne parle pas des télévisions en ligne, plus de 200 radios, aussi bien communautaires que... Est-ce que dans ce contexte, on peut encore parler effectivement de problème de liberté de presse au Sénégal? Ah oui, absolument. On peut toujours parler. Je veux corriger un des chiffres là que vous avez énoncé par rapport au nombre de quotidiens. En réalité, aujourd'hui au Sénégal, il y a 29 quotidiens, qui sortent quotidiennement. Aujourd'hui, avec le subterfuge du numérique, il y a des quotidiens aujourd'hui qui sont électroniques. Et qu'on dénombre comme étant... Voilà, comme étant des quotidiens de la presse écrite. Donc on va parler de parution. Voilà, on va parler de parution. Voilà, 29 parutions sur les 45 là que vous avez cités, et peut-être que même ça dépasse cela. Oui, nous avons une floraison de journaux, une floraison de médias, depuis le début des années 2000. C'est une très bonne chose pour la démocratie. Mais cela ne veut pas dire pour autant que la liberté de la presse est une réalité au Sénégal. Oui, nous sommes un roi au pays des aveugles, ou je ne sais pas, des borgnes, on dit. Nous faisons mieux que beaucoup d'autres, mais aujourd'hui, la réalité du classement de RSF là montre que nous sommes même derrière des pays qui sont en guerre. Et ça, vraiment, nous estimons que cela est inacceptable, et cela, c'est une honte pour le Sénégal, et ça ternit l'image du Sénégal. Le Sénégal a des problèmes économiques beaucoup trop importants, des problèmes sociaux beaucoup trop importants pour vraiment se divertir avec l'emprisonnement de journalistes et la répression de la liberté de la presse. Mamadou Ibrahim, merci. Et je vous remercie, Abdoulaye. Merci à vous également de nous avoir reçus chez vous. Excellente suite de programme sur la TFM, la télévision Futur Média. Merci, bonsoir.